Le paragraphe argumenté, la moyenne était bonne. Ah oui, non, mais non, moi j'applique. Alors, oui. Alors après, qu'est-ce qu'il nous restera à voir d'ici la fin de l'année? La façon dont les sons sont numérisés. Par contre, j'ai pas fait l'appel. Alors, donc pour l'instant, j'essaie de me connecter à Pronote. Monsieur ? Oui. Oui, oui. Alors, oui. Oui, mais je regarde. Oui. Mais je termine ce problème. Oumema. Pardon? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes 25? Alors donc, si on regarde votre devoir, c'est vraiment dommage. Non, une par une, vous n'avez pas besoin d'aller à deux, boire. Je vais juste remplir ma bouteille d'eau, après je reviens. Alors donc comme vous avez l'énoncé, vous allez pouvoir suivre. Donc on s'intéresse à la note enregistrée donc grâce à un oscilloscope. C'est un violon qui joue cette note. Le micro est branché sur le logiciel d'acquisition et vous obtenez le graphe. Donc il faut les déterminer la période de ce signal. Comme ce signal se répète, donc il faut les choisir, par exemple le pic est ici et le pic est ici, ou celui-là et celui-là. C'est un temps, donc on mesure le temps grâce à l'échelle qui est ici, c'est à peu près 25, mettons. Alors donc c'est 2,5, c'est pour ça qu'il y a ces valeurs qui sont notées. Donc voilà la période mesurée. Ça c'était pas difficile, c'était du cours. Question suivante. Vérifiez que la fréquence du son est voisine de 390. Comme vous aviez des millisecondes, votre temps, la fréquence c'est l'inverse de la période. C'est 1 que divise 0,0. Alors si c'est des millisecondes, c'est 25. Et ceci donne bien quelque chose qui est proche de 390. Ce son est-il un son pur? Ben non, parce qu'il est complexe. Qu'est-ce qu'un son pur? Ben c'est une sinusoïdale. Le spectre d'amplitude du son du violon est obtenu, donc le spectre, à l'aide d'un logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici les harmoniques. Le problème est de savoir quelles sont ces harmoniques A, B, C. Il y a des... Justifier que le pika correspond au fondamental du signal enregistré. Si c'est le fondamental, il doit être sur 390. Parce que ce pic est sur 390. Ben, si là on a 250, là on a 260.
270, 280, alors, est-ce que c'est un... Alors, non, même pas, c'est moi qui me trompe. 200. Là, c'est la moitié de... Je n'arrive pas à voir combien il faudrait si c'est de... Si c'est de 75, ça sera 125. Pardon? C'est de 50 à 50? Donc ça serait 300. 350. 400. 450, merci. Donc ici, on est bien en dessous de 400. Et donc, ça serait bien quelque chose qui serait à 390. Donc ça, c'est notre fondamental. Donc, justifier que A correspond au fondamental du signal enregistré. Donc, c'était graphiquement qu'il fallait le faire. C'était les difficultés, c'était de lire sur les données, les axes. Les pics B et C sont-ils associés aux harmoniques du signal? Donc ça, si c'est le fondamental, le n vaut 1. Il faudrait voir si on a l'harmonique 2 en faisant donc un multiple de donc 390. Là, en multipliant 390 par 2, est-ce qu'on se trouve ici? Ça fait 780. C'est une bonne question. Donc, ici c'est 800. Donc on est bien à peu près entre 750 et 800. Donc ça, c'est l'harmonique numéro 2. Maintenant, est-ce que celui-ci, c'est l'harmonique numéro 3? Si c'est l'harmonique numéro 3, c'est 3 fois... 390. Ça nous ferait 1170. Donc, 1050, 1100, 1150, 1200. Donc j'ai dit qu'il nous fallait 170. 1170. Donc là aussi, on utilise le document pour justifier la réponse. Donc ça, c'était bien l'harmonique 2. Donc donner les fréquences des harmoniques B et C. Moi, je fais pas ça. On justifie sur le graphe, sur l'axe des X, les valeurs. Et on peut répondre, oui, qu'en plus, c'est les harmoniques 2 et 3. Maintenant, si vous avez des doutes sur les valeurs, parce qu'il se peut qu'on ait eu des difficultés à relire ici l'axe, ben, on a cette relation, la fréquence c'est n fois le fondamental. Donc sur votre copie, pour n égale 0, ben, ça donne que la fréquence égale à 0, il n'y a pas de son, donc ça ne servait à rien de le faire, mais si vous vouliez le faire, vous le faisiez. N égale 1, ben, c'est une fois F1, donc c'est-à-dire 390. N égale 2, F, donc ça c'est F1. F2, 2 fois F1. Donc c'est la valeur que j'ai dû indiquer tout à l'heure. Je n'ai pas marqué. Et N3. Donc celle-là, je l'ai encore sur ma calculatrice, 1170. C'est des Hertz. Et pour le 2, ça nous fait 780. Donc on en est à la question 6. Et pour compléter cet exercice, maintenant on travaille sur Audacity, le logiciel qu'on avait utilisé en classe.
Et ce logiciel permet de synthétiser des sons. Donc, pour générer un son complexe. Alors donc tout à l'heure, il y avait déjà à savoir si on avait un son pur ou un son complexe. Si vous aviez oublié la définition, l'élève va générer un son complexe. Donc vous allez avoir la correspondance d'un son complexe ici. Le son est enregistré et analysé par Audacity. C'était la fonctionnalité que je vous avais demandé de regarder, du fait que vous aviez ce logiciel sur la dotation de la région, et que quand on veut synthétiser un son, on a une petite rubrique où on donne la valeur de la fréquence du son qu'on veut. Alors donc, comment cet élève a-t-il synthétisé ce son? Apparemment, ce son a l'air complexe. Il y a des harmoniques, il y en a même beaucoup. Et est-ce que c'est vraiment la note de ce violon qui a été synthétisée? On sait que le fondamental, c'est 390. Donc là aussi, il faut regarder l'échelle qui est donnée. Donc il faudrait qu'on trouve quelque chose qui est égal à 390. Donc je me rapproche de la valeur qui se trouve ici. C'est toi qui as plus. Donc là, j'ai 1000. La première fois, en fait, je sais pas. Sinon, on a égalité. Ouais, on est à 1. Donc 300. Alors là aussi, c'est... Enfin, tu vois, calculette. Il faudra essayer d'arriver à lire quelle est la progression dans la courbe. Mettre le genre, le calendrier. J'imagine assez, mais c'est... Alors, est-ce que c'est la bonne progression que j'ai? Apparemment pas, parce que je bloque vers la fin. Si je considère que j'ai progressé correctement ici, que là, ça serait ici 400. Est-ce que j'ai mon pic qui serait... Donc le pic qui se trouve ici, est-ce qu'il pourrait être à 400? Non. Là, ça nous arrangerait bien qu'il soit à 400. De manière que, comme on est juste avant, ça soit 390. Donc, apparemment, ce son, pour le son synthétisé, il aurait bien une fréquence pour son fondamental, N1, de 390 Hz. Avec Audacity, c'est plus simple parce qu'il suffit de déplacer la souris pour avoir directement la fréquence. Mais à chaque fois, dans les questions, on vous dit que donner quelque chose d'approximatif. Vérifier que le son émis par le violon que la fréquence est voisine de 390. Donc à chaque fois, c'est approximatif. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice 1? Monsieur, Oui? est-ce que je peux aller voir aux toilettes, s'il vous plaît? Oui. Merci. Alors, le deuxième exercice, c'était l'exercice qui était plus difficile. Alors donc, il va falloir essayer d'extraire pas mal d'informations de l'énoncé. Donc ce sont des ondes qui se propagent, mais sans déplacement de matière, et ces sons font vibrer vos tympans. Simplement, ils sont plus ou moins intenses. Et donc on va être amené à réfléchir à ce problème d'intensité sonore au niveau de votre oreille. Alors, d'abord, l'intensité acoustique, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé dans la vie courante. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des unités des watts sur une surface, des mètres carrés. Ça, c'est la surface de vos tympans. Vos tympans perçoivent donc des variations
de puissance. Pour pouvoir travailler sur quelque chose de plus cohérent au niveau de l'industrie, de la médecine, et puis pour les musiciens aussi, parce qu'on a vu qu'avec Audacity ici c'était des décibels, on va utiliser une autre unité que la puissance. Donc il vous faut des relations qui lient l'intensité du signal donc perçu par l'oreille à un niveau sonore. Donc quelque part il doit y avoir le niveau d'intensité sonore ici. Et ce niveau d'intensité sonore ne doit pas dépasser 100 décibels. Alors donc, toutes ces informations donc, sont attirées de l'énoncé. Vous avez donc le contexte. Une personne souhaite assister au décollage d'une fusée sans protection additive. Et on vous dit que l'oreille ne supporte pas quelque chose de plus de 100 décibels pendant 4 minutes par jour. Alors maintenant, on a les questions, après avoir lu et essayé de comprendre toutes ces informations. Le niveau d'intensité sonore de la fusée Ariane au décollage est à calculer. Comment on va calculer ceci? À partir d'une relation qui doit vous être donnée. Je vous avais dit que on vous donnait des relations. Donc il va falloir arriver à faire le calcul suivant. L égale 10 log de I sur I0. Le I0, c'est l'intensité sonore minimale que perçoit votre oreille, donc 10.12. Et maintenant, le I, on ne l'a pas. Il va falloir essayer de calculer I. Alors, est-ce que cette information apparaît dans l'énoncé? On a I ici, on sait que c'est des watts par mètre carré. Et l'intensité acoustique, apparemment, c'est l'information qui se trouve ici. L'intensité acoustique vaut 10 puissance 2. Donc il suffisait de poser le calcul. L égale 10 log de 10 puissance 2 sur 10 puissance moins 12. Et on trouvait donc un niveau sonore. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Alors, le résultat doit faire 100 décibels. Alors donc, on est au niveau du seuil de douleur ici. Et donc maintenant, on vous demande d'utiliser les données ainsi que vos connaissances pour déterminer à quelle distance minimale la personne doit être de la rampe de lancement pour s'assurer que le bruit au décollage ne présente aucun risque pour l'audition. Pour ça, on a une information ici, la distance. Donc, c'est une suite. Et on va multiplier la valeur à laquelle on est à chaque fois par la valeur précédente. Et quand on est à une distance D2 qui est en rapport avec D1, il faut soustraire 20 décibels. Donc on vous demande à quelle distance on va se situer. Donc on était à 100, si on se met à 100 mètres, on va soustraire 20. Si on se met à 1000 mètres, 1 km, on va enlever à la valeur précédente 20, puis ainsi de suite. Et donc il y a un moment où on aura une perception qui sera plus gênante pour le spectateur. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour cet exercice? Alors, l'exercice suivant,
Donc là, bah, ça nécessitait de faire ce calcul et un calcul en rapport avec la relation qui est ici et soustraire à chaque fois 20. Et ça, ce raisonnement devrait prendre plus de temps, il faut les faire des essais. Si on n'avait pas si on tombait pas juste sur la bonne idée. Maintenant, pour le dernier exercice, qui était aussi sur 5 points, on vous parle donc là d'une guitare. Cette guitare, on a vu qu'il y avait des cordes. Alors ces cordes, ça peut être des boyaux, du nylon, des cordes métalliques. Et par construction, les cordes produisent des notes Mi1, La1, Ré2, Sol2, Si2, Mi3. On vous dit que l'indice de la note qui est ici correspond à l'octave considérée. Pour le La3, le La de référence est 440 Hz. Donc on vous demandait d'indiquer la fréquence correspondant à chacune des 6 cordes. Alors comment on peut le savoir? Ben, ça c'est quelque chose qui est une convention, comme le La 3 est une convention. La convention elle est donnée ici. Si vous voulez connaître la fréquence d'une note, donc par exemple le Mi1, on cherche dans le tableau ici Mi 1 et on a 82,44. Donc pour la première note, on l'a. La deuxième, le La 1, ben là aussi je cherche la 1 et je vais trouver 110. Le Sol 2, voilà, la valeur qui est ici 196. Donc ça c'était la première question. Là, elle ne posait pas de problème. Il suffisait d'aller lire dessus, sur ce tableau. Maintenant, pour la deuxième question. On avait vu en cours que la fréquence était liée à la longueur d'une corde, selon la fonction mathématique f égale a sur l, la longueur de cette corde. Donc on faisait varier la longueur de la corde. J'avais cette grande corde qui était tendue et je pouvais déplacer un curseur. Quand je déplaçais le curseur, la fréquence changeait. Donc avec les logiciels mathématiques tels que Capstone, on pouvait trouver la modélisation et c'était la fonction inverse. Ici c'est la même chose qu'on vous demande, c'est de trouver quel est le lien, non pas avec la longueur de la corde, mais avec les paramètres de cette corde. Ces cordes, elles peuvent être soit en métal, soit en nylon, soit en boyau. Donc, j'ai ici comme information la masse de ces cordes en fonction de leur diamètre. Donc là aussi, c'est des choses qui sont standards. Quand vous voulez changer une corde d'une guitare, vous allez acheter la bonne corde qu'il faut. Et les fabricants se sont arrangés pour vous les fournir, soit en matière synthétique, soit en acier. Ben, tout dépend de ce que vous voulez. Donc, l'information, la masse, ici, est liée à la corde. Maintenant, sur une guitare, on a vu qu'il fallait les accorder. Donc, il faut faire une tension, exercer une tension. Alors, on vous demande de trouver la correspondance. On sait que la fréquence dépend de la longueur. Est-ce que la fréquence dépend de la masse? Et donc, il faut les répondre sous forme d'un tableau. Donc, le tableau, c'était la fréquence. Mais la fréquence de quoi? Ben, de la même note. Parce que là, il y a un lien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme notes qui sont identiques? On a un Mi 1 et un Mi 3. Donc c'est pour ça, par exemple, Mi1 et Mi3. Si vous vouliez utiliser d'autres fréquences, c'est possible, mais ça aurait été plus difficile à interpréter. Mais là, c'est beaucoup plus simple. On sait que au son, c'est un Mi. La fréquence de la main, ça c'est la note. La fréquence, ben, à la question précédente, vous l'aviez. Donc on a deux valeurs de fréquence. Ici, on va indiquer les masses. Elles sont indiquées. Une là, une là. Là, vous allez indiquer la tension.
Et puis on va voir que dans un cas, alors je ne sais pas lequel c'est, que lorsque la fréquence augmente, ben la masse peut-être diminue, et inversement, lorsque la fréquence augmente, la tension augmente. Et en réalité, la loi, mais qui ne vous était pas demandée, et là aussi il y a une constante, et c'est la racine carrée. Alors je ne sais pas si c'est la masse sur la tension ou l'inverse, mais enfin, il faut utiliser une racine carrée. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il faudrait lire le tableau et puis vérifier comment ça se présente. Des questions? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans votre programme? Donc nous sommes dans le thème 4. On a fait le chapitre son et vibration. Ce cours ici, il sera, je ne vais pas trop le développer. On rappelle, je l'ai déjà dit, que les Grecs voulaient trouver l'harmonie dans le monde. Donc ils ont essayé de trouver une harmonie au niveau des planètes, ils veulent essayer de le trouver au niveau des sons. C'est pour ça qu'ils proposent des notes de musique. Et il faut que ces notes soient harmonieuses à l'oreille. Comment Pythagore a l'idée? Simplement, il entend des forgerons forger des cloches, et il s'aperçoit que la tonalité de ces cloches sont harmonieuses. Donc il essaye d'en déduire des lois. Ça marche pour les cloches, ça marche pour les cordes. Donc ils vont proposer des gammes, mais qui ne sont pas les gammes actuelles. Pourquoi? Parce que comme ce sont des multiples... Alors, je vais essayer de vous faire passer ce fichier audio. Alors, donc ça c'est joué avec une certaine référence, une autre référence. Et puis là on va trouver une note, ça doit être celle de Pythagore, celle-là. Est-ce que c'est les mêmes perceptions que vous avez reçues? Non, elles sont différentes. Donc il faudrait que des musiciens puissent s'exprimer. Elles sont différentes parce que ça représente l'évolution de 2 millénaires d'acceptation d'une référence. Il y a un problème, c'est que quand les fréquences montent, comme ce sont des multiples, il y a des moments, il y a des décalages. Parce qu'on ne tombe pas sur des nombres entiers. Alors donc, nous, on utilise ce qu'on appelle la gamme tempérée. Alors, la première, comme vous pouvez voir, c'est la gamme tempérée. La deuxième, c'est quelque chose qui date de la Renaissance, c'est Pythagore qui date de l'Antiquité. Et ça, la musique, c'est Bach qui l'a composée. Bach, quand il a composé ce morceau de musique, s'intéressait à ces problèmes d'harmonie au niveau de l'oreille. Il existe en français quelque chose qui s'appelle consonance et dissonance. Est-ce que vous avez déjà entendu parler le nom de dissonance? Quelque chose de dissonant. Oui. Alors, donc, normalement, ça devrait se traduire ici à l'oreille. Ah, c'est désagréable. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est dissonant. Ah, c'est horrible. C'est là que vous regrettez de ne pas avoir fait votre devoir. C'était plus agréable. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une belle vengeance. Alors là, je suis fier de moi, là. Oula. C'est horrible. Dissonant. Parce que les fréquences ne sont pas en rapport, c'est pas des multiples. Les nombres ne sont pas entiers, ça pose des problèmes. Alors, et puis maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle la canne du loup.
Bon, si, vous n'allez pas échapper. Quand on prend les notes telles qu'elles étaient données dans le sujet, elles sont dans l'ordre, c'est cette note. Mais à force de les décaler par des multiples, on arrive à un moment où les gammes se chevauchent et ça donne ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la gamme du... Alors par contre, ce dont je ne me souviens pas, c'est pourquoi la gamme donc Zalino et Tempéré sont superposées. Donc on doit jouer le même morceau, les mêmes notes, mais en même temps. Et là on devra percevoir le décalage. Quand on veut travailler sur les sons, on prend le logiciel Audacity. Donc une fois qu'il est ouvert, on va chercher le fichier. Et puis là, on aura la forme du signal. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la forme du signal pour savoir si... alors c'était celle-là. Donc ici, chaque enveloppe, ce sont nos notes de musique. Et je voudrais vérifier si je dois aller plus loin. Oui, je peux aller plus loin. Ici. Non, ça s'arrête comme ceci. Donc vous voyez que vers la fin, il y a quelque chose qui va plus. On commence à avoir des sons de plus en plus complexes ici. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je ne pense pas que je traiterai la semaine prochaine cet aspect. On en reparlera, mais par contre, ce qu'on essaiera de voir, dans la partie numération, c'est... Est-ce que vous voyez... Ça, c'est des fichiers... son. Est-ce que vous voyez que la taille n'est pas la même? Oui. Donc voilà, il faudra qu'on explique pourquoi on a des tailles différentes en des fichiers. Alors, est-ce que vous connaissez le fichier MP3? Pour la semaine prochaine, essayez de comprendre quel est le rapport entre le fichier MP3 et ce titre de musique. Est-ce que vous connaissez ce titre? Essayez de retrouver ce morceau et vous comprendrez comment est né le fichier MP3. Normalement, dans le temps, on écoutait la musique avec quoi quand les fichiers MP3 ont commencé? De quoi? Ah non. Oui, mais comment ça s'appelle? Ouais, un lecteur MP3, il doit avoir un nom. Allez-y, oui. Un baladeur? Oui, mais il doit y avoir des marques, non? Sony? Par exemple, oui, voilà. Donc, pourquoi sur le marché sont arrivés ces baladeurs? Est-ce que vous avez besoin maintenant de baladeurs pour écouter des fichiers MP3? Oui, vous avez le téléphone. Et moi, si je veux les écouter, j'utilise Audacity. Mais en plus de ça, j'ai la forme du signal. Donc, la prochaine fois, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi la technologie nous a amené à du MP3 et non pas à des lasers, et comment s'est produit ce phénomène de compression. C'était ça votre programme de maths cette année. Donc ça devrait sonner, non? Oui. Alors la semaine prochaine, je vous expliquerai à vos parents pourquoi vous n'avez pas eu de devoir évaluer aujourd'hui.
Alain Masson. Par un son assez dissonant. À cause ou grâce? Ah, je trouvais que l'alarme incendie était très dissonant. Au revoir, bonne fin de journée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.